Début janvier, Caleb Hunt, Distinguished Engineer chez Microsoft, proposait sur LinkedIn un poste chez Microsoft dont le but était d'éliminer tout code en C et C++ de Windows et de le remplacer par Rust. Tollé général, il dut revenir dessus quelques heures plus tard. François Tonick, rédacteur en chef de Programmer, revient sur la polémique qu'il a déclenchée et de façon générale, quid de l'avenir de Windows et des OS en général. Extrait de notre table ronde de janvier, épisode 81. DevDevDev.net, c'est parti! Bien, et pour cette dernière partie, je reçois François Tonick, bonjour, donc rédacteur en chef du magazine Programmer et également du magazine Pharaon Magazine et Technosaure. Alors il y a le dernier dernier numéro spécial là, que je conseille, qui est très intéressant sur l'IA. Qui est sorti en décembre, non? C'est ça? Oui, le 19. Voilà, décembre, ouais. Spécial hiver 2025-2026, en espérant que l'hiver ne dure pas pendant toute l'année 2026. Et toi, tu voulais nous parler de Windows, un peu de la polémique qui a eu lieu sur Rust et Windows. Ouais. Alors, j'ai trouvé ça très très drôle en fait à la base. Donc c'est une petite annonce d'un développeur émérite chez Microsoft Corp, donc à Seattle, donc un certain Galen Hunt, qui passe une annonce comme ça, un petit peu innocente. Mais quand on lisait en fait à la première version de son annonce, il prenait pas vraiment de forme, on va dire. Donc lui, il affirmait déjà qu'il cherchait un ou plusieurs développeurs plutôt spécialisés en Rust et avec une bonne maîtrise de l'IA. Et son slogan était très simple, c'est de virer tout le code de C++ d'ici 2030, donc C++, de tous les produits Microsoft. Bon. Donc là déjà, on comprend que ça va poser un petit problème déjà, bon à la base. Et lui, alors, et en plus il est honnête parce que même si lui n'aime pas Rust, mais il dit mais Rust c'est quand même mieux parce que c'est du safe à memory. Bon à la base, bon ça c'est l'argument habituel. Ouais. Et l'autre argument massu, c'est un ingénieur, un mois, 1 million de lignes de code qui migre. Ouais. Bon, donc ça c'est la base. Ouais. Donc évidemment, ça m'a fait un petit peu bien rire quand même à la base parce que pour ceux qui suivent un petit peu les aventures de Rust sur notre cher ami Pingouin, donc sur Linux, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on en parle. Donc là, c'est enfin officiel, voilà. Donc Rust, hein, si vous n'êtes pas au courant, fait partie d'un des 2 langages officiels du noyau depuis quelques semaines maintenant. Donc ça, c'est clair et net. Mais les polémiques ne sont pas encore éteintes, loin de là. Et quand j'avais été à la FOSDEM de l'an dernier, il y avait eu une des keynotes d'ouverture de la FOSDEM qui était l'état de l'art de Rust sur le noyau Linux. Et je peux vous dire que les débats étaient tout sauf calmes. Et aucune des 2 parties était honnête. Bon, déjà la base. Et les pro-Rust dans le noyau Linux ont démonté tous les arguments, évidemment, des opposants. Mais le débat n'est toujours pas clos et on voit bien que, voilà, que tout n'est pas simple et loin d'être simple. Et donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc effectivement, quand on lisait comme ça au premier degré à l'annonce de notre cher Galen, on se dit, alors, soit il a tenté un coup de poker en disant, bon voilà, on vous annonce, mais on ne vous l'annonce pas, que Microsoft va migrer en Rust. Mais son annonce a fait tellement de débats, que ce soit chez nous, effectivement programmé, ou dans d'autres médias français et dans les communautés anglophones, qu'il a quand même, après même pas une semaine, il a précisé un petit peu sa pensée. Oh là là, non. Oups. Microsoft, je vous annonce pas que Microsoft va rejeter tout le code de C++. Je vous dis pas que Windows sera écrit en Rust et je vous dis pas que Windows 12
dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, sera effectivement du Rust Only, mais qui fait partie en fait que son équipe est une équipe de recherche uniquement, et qu'une de ses missions de recherche, c'est de créer des outils pour migrer d'un langage à un autre langage le code existant. Et en disant, je m'excuse, je voulais pas créer de polémique. En tout cas, ça pose quand même effectivement un petit souci. Est-ce qu'aujourd'hui, Windows, c'est un peu plus de 50 ou 55 millions de codes environ? C'est 55 mois. Voilà. T'en mets 10 et c'est plié en 5 mois. Quoi. Alors, sauf que quand on regarde un petit peu en profondeur, bah déjà, il ne parle jamais de la qualité du code qui est mis en sortie. Il ne parle pas de comment on intègre tout ça, comment Rust va être supporté au niveau, dans le bas niveau de Windows, et comment on écrit tout ça. Parce que réécrire du code, ça on peut faire, mais c'est qu'est-ce qu'on en sort vraiment, et est-ce que c'est du code qui fonctionne de la même manière que le vieux code? Ça pose effectivement un débat. Maintenant, effectivement, par rapport à tous les problèmes que les mises à jour de Windows, tous les updates ont posé en 2025, se pose quand même un problème, parce qu'on ne va pas se cacher. Windows aujourd'hui, mais même Office, hein, c'est un mammouth, c'est un énorme mammouth qui est extrêmement difficile effectivement à manœuvrer. Alors, juste une petite précision, Ouais. Office n'existe plus. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est Microsoft 365 voilà. Copilot. Pardon. Voilà. Mais en tout cas, ça pose effectivement un problème. Tous les bugs liés effectivement aux updates en 2025, il y en a quand même certains qui ont été quand même plutôt graves, notamment sur les pertes de données, enfin des données qui se sont retrouvées cachées suite à des problèmes de support de disque flash. Donc ça, c'est pas très très bon quand même, et c'est pas très sérieux déjà à la base. La question aujourd'hui, c'est comment Microsoft veut mettre à jour ou veut faire évoluer son système. On sent quand même qu'il y a des divergences et que chaque équipe veut aller dans son propre coin en fait. Il y a les équipes IA qui veulent pousser vers un Windows effectivement entre guillemets agentique. Ça, c'est la grande tendance que l'on voit depuis quelque temps. On voit que les équipes Windows commencent à se rassembler ensemble pour éviter d'être trop dispersés. C'est de la réorganisation interne, mais on voit que ça ne plaît pas à tout le monde, apparemment. Et maintenant, il y a éventuellement un sujet autour de Rust qui va arriver. Donc, on a vu les problèmes que posait un Windows 10, même si l'arrêt de Windows 10 était connu, c'était planifié, donc ça on le savait. Maintenant, effectivement, l'arrêt, on ne va pas revenir dessus, mais il pose un problème. Le support de Windows 11 va lui aussi officiellement bientôt prendre fin dans les prochains mois, et on n'a pas de réelles nouvelles de Windows 12, ou en tout cas du futur. La question est de savoir, c'est est-ce que si un jour, effectivement, Rust s'installe dans le cœur du système, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Aujourd'hui, de toute façon, on peut déjà faire du Rust en très bas niveau, ça c'est déjà possible. On peut faire des choses avec. Maintenant, effectivement, est-ce que il faut prendre cette annonce un peu à la rigolade, ou est-ce qu'au contraire, ça peut amorcer dans les prochaines années une tendance d'introduire un langage comme Rust au cœur des produits de Microsoft. On sait que certains responsables techniques des principaux produits MS veulent délaisser, en tout cas faire moins de C++ ou de C, et plus miser sur Rust. Hein. On le voit dans la communauté Linux. En dehors du noyau, on le voit chez SUSE et même du côté d'Ubuntu. C'est une question qu'il faut se poser. Alors oui, effectivement, ça prête à sourire la polémique que Hunt m'a lancée.
Ça prouve aussi que lancer ce genre d'annonce comme ça au premier degré, c'est dangereux, surtout sans prendre aucune précaution sur l'étendue exacte du rôle qui cherche effectivement à recruter. Euh, donc c'est vraiment une question ouverte, mais je pense que ça pose un vrai débat sur l'avenir même de Windows. Euh, et on voit que il n'y a aucun OS aujourd'hui n'est à l'abri de ce genre de débat. Euh, il y a quelques jours, il y a Google qui a annoncé que le code open source d'Android sera mis à jour que 2 fois par an au lieu de 4, sous prétexte de stabiliser en fait la plateforme et de simplifier les branches de code mis à disposition. On a vu les polémiques autour de macOS sur un certain nombre de fonctions et notamment sur l'UX. Euh, donc voilà, donc c'est une question ouverte, c'est une question qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui Microsoft n'a pas vraiment répondu sur quid de l'avenir en fait de Windows et quelle forme peut prendre Windows en fait dans les prochaines années. C'est une question qu'il faut quand même se poser. Mais là, alors, la question, c'est oui, c'est est-ce qu'ils veulent continuer à supporter Windows, hein. Bah, J'en suis c'est la même vraie jusque-là, question. moi. Bah, en fait, c'est la vraie question et on sent que le débat, alors même si Galen, on va dire que malgré lui, il a lancé effectivement une bouteille comme ça, le débat sur un Windows effectivement agentique pose aussi un autre problème. Euh, je sais pas. Là, j'avoue que François, on ne serait pas ouais. aussi sur un problème de génération. Oui, Euh, si, oui, c'est aujourd- vrai. Aujourd'hui, chez Microsoft, on le sait, il y a quand même une population assez âgée Oui, qui est sur Windows, qui était historiquement oui, sur les produits Office. oui. Ils ont apparemment injecté du sang neuf sur Office, ça s'est senti Hmm, sur 5-10 dernières années. Sur Windows, pour la petite parenthèse, hein, si je dis pas de bêtises, il y a un an, donc Linux a perdu son principal contributeur sur Rust, qui était la oui. personne qui gérait un petit peu le sujet. C'était un Hmm, salarié de chez qui? C'était pas un salarié de chez Microsoft? oui. De tête, hein, c'était ça, hein. Donc le débat, il est pas récent. Je crois que tous Non, les non, non, OS non, l'ont. ça ce n'est pas récent, Euh, hein. Ça, on sait. Linus, il est très intelligent. Enfin, les gens n'ont pas compris sa réponse il y a quelques mois euh, quand il a été questionné sur quid de la suite de la maintenance du kernel après sa Oui, disparition ou quand il oui. allait se retirer. Et Hmm, je pense qu'il a raison de ne pas répondre et de ne pas donner le lead à une hmm, entreprise ou une autre. hmm. Et je pense que Microsoft Ouais, est plus ou moins sur les mêmes sujets. Et ouais. effectivement, il faut qu'on s'interroge. Par contre, je pense qu'il faut être réaliste. Enfin, c'est pas des sujets sur lesquels il peut y avoir des réponses rapides. Moi, je me rappelle d'une conf. Alors, c'était les trucs, c'était chez Microsoft à Seattle. Richard, en plus, tu y étais. Et on avait, non, mais on avait le fameux événement qu'on adore tous, le fameux Scott Guthrie Unplugged. Ouais. Hmm, Donc, il y a un élément en interne. Et donc, on ne peut pas aborder des sujets qui sont abordés, mais il n'empêche que dans son principe, il y avait une question qui a été posée. À l'époque, c'était juste avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. hmm, hmm. Et il y a beaucoup de questions qui étaient posées sur l'avenir, sur le cycle de développement à 3-5 ans. Et la réponse de Scott avait été très très simple, a été de dire que de toute façon, il ne pouvait plus penser comme ça. C'est fini. Hmm. Donc inévitablement, oui, on peut se poser des questions, mais je pense que ces entreprises maintenant sont amenées à réagir beaucoup plus vite, à embrayer Ouais. beaucoup plus vite des changements de techno. Hmm. Donc peut-être qu'il y a des questions qu'on se pose, ils ont déjà des réponses, mais est-ce qu'ils ont vraiment des réponses qui peuvent rendre publiques et qui tiendront sur les 3 ans? Ouais. Possible. C'est, ouais, oui, oui, tu as raison de préciser ça. C'est d'ailleurs, le changement de cycle montre bien effectivement une accélération. Que ce soit dans les OS ou dans les langages, hein, ça on l'a vu, hein. D'un côté, il y a beaucoup d'avantages, de l'autre, ça apporte d'autres problèmes aussi inhérents à ces cycles plus rapprochés. Mais c'est des vraies questions. Et n'oublions pas que les paradigmes actuels des OS, alors sans vous faire un historique des OS évidemment, les principales métaphores telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été définies à partir de 69 et surtout à partir de 73.
Donc effectivement avec le fameux projet Alto. Ça posait la base. Puis la seconde base, c'est évidemment le Lisa et le Mac en 83 et 84. Donc en fait, grosso modo, on change un petit peu ma carrosserie, on change un petit peu le moteur, mais la voiture reste grosso modo la même depuis 50 ans. Ouais, le concept, on a les roues, on a les portes et le moteur, et puis Voilà, voilà quoi. voilà. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça. Et il y a quelques semaines, il y a un certain Carmack, je pense que vous connaissez tous. Voilà, donc un des plus mythiques développeurs de jeux quand même, donc Doom aussi accessoirement. Euh, Lui, il préconise quand même de revenir effectivement à un code entre guillemets à l'ancienne mode, beaucoup plus optimisé et d'arrêter de le faire grossir effectivement de façon effectivement infinie Ouais. parce que ça pose problème. Là aujourd'hui, on voit bien que les OS ils sont tellement énormes que pour faire à manœuvrer tout ça, ça va être de plus en plus dur de le faire. Donc voilà, est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'on continue comme ça encore X années? La question reste ouverte. Moi, j'espère qu'on aura quand même des réponses dans les prochaines années, peut-être effectivement dans une prochaine build, peut-être pas là, mais peut-être effectivement à l'avenir. Il y a eu des projets effectivement intéressants pour créer un OS plus modulaire, beaucoup plus souple. Hein. Je sais plus, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de certains projets comme Singularity. Ouais. Il y a 15 ans maintenant, Mhm. oh oui, au moins 15 ans, euh, qui voulait effectivement proposer un OS beaucoup plus réactif et beaucoup plus modulaire à ce niveau-là. Bon, un projet de recherche avant tout qui n'a jamais été mis en prod. Euh, mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était pas une blague de ce développeur émérite, mais Mm. je pense qu'il a donné un petit coup de pied quand même et il a réveillé à l'intérêt sur le futur de la plateforme. Voilà. Ouais. Moi, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, si on voit les mises à jour de Windows 11 depuis 6-8 mois, c'est essentiellement, bon, il y a les patchs de sécurité, ça ok, mais les autres nouveautés ne concernent que 1% des PC, quoi, c'est-à-dire les PC Copilot. Oui. Ouais. Bah, en fait, Ouais. la problématique, moi, c'est. Je reconnais beaucoup ce qu'on a sous Android. Hein. Hum. Sous Android, on penche que vers la nouveauté sur le nouveau matériel. Oui. On en est presque là hein, sur Windows. On n'en est pas encore là sur Linux, heureusement. On maintient des vieux matériels. Hum. Mais il faut regarder les précaux matériels d'un Linux récent aujourd'hui. Il faut regarder ce qu'on te Hum. demande en termes de mémoire, en termes de CPU. Hum. Les gens ne se rendent pas compte, mais on a eu les scandales sur le TPM Ouais. sur Windows 11. Ouais. Euh, c'est pas dit que d'ici l'année prochaine, on n'aura pas ce genre de choses sous Linux, parce que vu le support des TPM qui est arrivé il y a quelques semaines et toutes les coms qu'il y a eu autour, moi je m'interroge si on n'a pas quelques-uns Ouais, qui tout vont à en fait. profiter. Bah, je sais pas si tu te souviens du débat qu'il y avait eu dans le monde pingouin autour du Secure Boot. Parce que ça avait fait débat. Même Linus, il n'était pas totalement convaincu à l'époque. Euh, Ça fait partie des débats, effectivement. Mhm. Oui, oui, bah, tout comme on avait eu le débat quand Microsoft avait commencé au niveau de l'Hyper-V à rajouter des options justement pour le Secure Boot pour les Linux. Oui. Moi, c'est des choses qui, effectivement, qu'on peut s'interroger. Enfin, le niveau d'opportunisme de chaque entreprise autour de Linux, aujourd'hui, faut faire attention. Il y a Mm. beaucoup d'argent, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, et les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Parce que Linux ne marche pas sur desktop, ok, c'est comme ça, il faut être réaliste, il faut avoir du courage hein, pour avoir son Linux sur un vrai matériel. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Hein. Moi, je suis parti Mm. dans le SUSE, hein, donc je suis pro-allemand à ce niveau-là, on va dire. Mm. C'est une solution stable. Mm. Il faut se dire qu'il y a des distribs, vous les mettez sur un portable. Faut pas paniquer si dans 3 mois, vous n'avez plus de portable. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que Linux, on l'a Mm. beaucoup sur Mm. serveur.
dans des contextes qui sont vraiment maîtrisés, que c'est super stable, on les redémarre pas, c'est d'une puissance, c'est d'une facilité, c'est une simplicité. Enfin, voilà. Par contre, on ne le voit pas sur desktop. Et Windows, et ils ont eu du mal à faire la même chose sur serveur. Il a fallu un paquet d'années pour qu'on décroche des vieux systèmes serveurs qu'on avait. C'est pas la même clientèle, c'est pas la même Ouais. chose, mais n'empêche qu'il y a des Ouais. entreprises qui ont bien compris qu'il y a de l'argent à tous les niveaux. Bah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais je crois que c'est sur Debian, à la dernière version, ils ont retiré le support du 32 sur Linux. Ah, je crois que c'était plus vieux que ça. Non, 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 ça y est, ça a été acté. Euh, donc, bah, de toute façon, ils font le tri en fait dans le support, de toute façon, Oui, mais du matériel. toutes Donc, les distributions font ça aussi. Enfin, moi, je vois avec SUSE, c'est le YAST qui était la base, vraiment la base qui faisait atterrir les gens sur du SUSE. C'était YAST. Alors, pour faire simple, pour les gens qui ne connaissent pas le monde Linux, YAST, c'est un super utilitaire qui faisait que, par exemple, sous un KDE, vous avez vraiment le sentiment d'avoir un panneau de configuration comme on avait sur les XP et puis sur les versions récentes de Windows. Sur la console, on avait une interface qui ressemblait beaucoup au vieux edit qu'on avait sur Windows, mais qui permettait en console d'avoir une vraie interface de gestion, changer des paramètres facilement, ce qu'on n'avait pas et ce qu'on n'a toujours pas sur les Linux aujourd'hui. Mais les choses ont tellement évolué que les gens de chez SUSE se sont dit ça n'intéresse plus personne, donc on retire ce produit, parce que ça y est, le onboarding est fait, on a intégré assez de personnes, le produit n'intéresse plus, n'a plus d'intérêt, donc on le retire. Et c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Il redirige l'argent là où ça va servir. oui, puis le maintien, en fait, on oublie toujours que la maintenance, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps de développement. Et ça mobilise aussi des équipes. Effectivement, c'est facile de crier haro sur tout ce qui se passe sur le fait qu'on retire le support de X machines ou de telles fonctionnalités parce que c'est pas bien. Mais derrière, il faut jamais oublier que quand on injecte des nouvelles fonctionnalités dans des outils et encore plus dans des OS, faire un portage identique sur des architectures ou des machines un petit peu plus anciennes, c'est tout sauf simple. Oui. Donc, et ça, effectivement, on oublie. Il faut vraiment avoir les mains dans la plomberie pour le savoir. Il y a même un sujet, moi je trouve rigolo, c'est sur DevOps, par exemple, sur Azure DevOps. Il faut savoir que quand vous déployez les agents, aujourd'hui, les agents, il y a toujours un vieux warning qui semble étrange, qui indique que les agents sont déployés maintenant avec .NET 5. Alors on est en 2026, aujourd'hui vous déployez un agent et vous aurez toujours des prompts vous disant que maintenant, c'est nouveau, hein, il y a .NET 5 qui est intégré dans l'agent. Ça semble complètement étrange quand on est dans le monde .NET. Aujourd'hui, la version la plus basse, c'est .NET 8 qui est supportée sur un agent. Mais il faut savoir qu'il y a un vrai débat chez Microsoft par rapport à ça, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il faut aller de l'avant. Oui, donc c'est la première partie du débat. La deuxième partie, c'est qu'ils sont amenés à maintenir des images de conteneurs pour des builds sur des vieilles distribs qui n'ont pas de support, et qui n'ont toujours pas de support pour des versions plus récentes de .NET intégrées. Ouais, ils s'auto-mutilent. Ils s'auto-mutilent, mais ils les maintiennent. Microsoft va maintenir des images de vieux systèmes avec des Linux pour permettre de faire de la build sur les Linux avec des vieux agents. C'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Donc il y a ce double débat. Il faut aller de l'avant. Par contre, il faut durer. Il faut maintenir très longtemps. Ouais, bon, de toute façon, moi je m'en fous. J'ai joué à Expédition 33 sur ma Steam Machine, et puis comme ça, le problème sera réglé, quoi. Bon, eh ben écoutez, merci François pour effectivement cet éclairage. Le prochain numéro de Programmé, c'est pour quand? C'est toute fin de janvier. Voilà, on va parler un petit peu de .NET, on va parler un petit peu de PHP 8.5. On aura une suite du hors-série IA aussi avec pas mal de belles choses aussi à venir qu'on n'avait pas pu intégrer et d'autres petites surprises aussi qu'on est en train de rassembler. Voilà, et le prochain hors-série, donc ce sera au printemps, mais je vous dis pas encore ce que c'est, parce que j'ai changé de sujet récemment. Il y a pas très très longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un autre 50 ans. D'accord.
Bon. Voilà, donc C'est- voilà. Donc t'es débordé, c'est pour ça que c'est le bordel dans ton bureau, quoi. Oh, bah, c'est tout le temps le bordel dans mon bureau, donc voilà. Alors là, voilà. Donc, ça fait partie un petit peu, voilà. Oui, c'est vraiment le bordel. Oui. Voilà. Voilà. Ça c'est une partie de ma collection de vieilles machines, hein. Ouais. Ouais, j'allais dire, c'est que Et- du récent, hein. Alors non, alors t'as des iMac, t'as le fameux Mindset de 83 au milieu, t'as un Osborne là-haut, t'as l'IBM 5155 et le 51 non c'est le 5150, le 5160 tout en haut, t'as même aussi un Amiga 2000 qui traîne quelque part aussi. D'accord. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Ok. Bon, bah, Voilà. merci pour cette visite virtuelle. Bien. Et bah, écoutez, encore, je sais pas si vous avez fêté la galette des rois, mais si c'est Pas encore. pas encore. Bon. On verra. Eh, ok. Bien. Et ben bonne soirée. Bonne Ciao, soirée, bonne soirée. à bientôt. Au revoir.